Bonjour François, on est ravis finalement que vous puissiez nous accueillir et avant de commencer un petit mot pour remercier les équipes du Made in France qui nous accueillent dans leurs locaux et plus précisément, si je ne me trompe pas, dans le bureau d'Arnaud Montebourg avec qui vous êtes associé pour créer la Compagnie des Amandes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire qui est François Moulias? Voilà, c'est une vaste question. Je suis un vieil homme, j'ai donc une longue expérience. J'ai fait beaucoup de publicité. J'étais viticulteur en Languedoc il y a bien longtemps. J'ai fait un peu d'immobilier. J'ai été PDG du journal Libération. Ensuite, j'ai eu une société de décoration. Et depuis 2017, et une discussion avec mon ami Arnaud Montebourg, je ne m'occupe plus que d'amandes. Et je suis associé avec lui dans les équipes du Made in France. Et c'est ensemble qu'on a conçu et développé la Compagnie des Amandes. Votre ami Arnaud Montebourg, comment s'est fait cette connexion? Oh, c'est une longue histoire. J'ai connu Arnaud en 2005, au moment où la France débattait du traité constitutionnel pour savoir s'il fallait voter oui ou non. Et d'ailleurs, les Français ont voté non. Et moi, à l'époque, je plaidais pour que l'on vote oui. Arnaud, il plaidait pour que l'on vote non. Et on s'est rencontrés comme ça, dans une sorte de soirée électorale, si vous voulez, près de Narbonne. Et alors c'est lui qui a gagné, évidemment, mais on s'est tout de suite apprécié. Voilà. Super. Et comment vous est venue l'idée alors de créer la Compagnie des Amandes? Alors c'est une idée qui a germé dans le cerveau fertile de mon associé en revenant d'un voyage d'État aux États-Unis avec le président Hollande, où, lors d'un séjour en Californie, pendant une soirée, le gouverneur de Californie s'est absenté en disant qu'il avait un gros problème à gérer tout de suite de disponibilité de l'eau, puisque les amandiculteurs de Californie, le plus grand verger du monde, qui représente à peu près 80% du commerce mondial d'amandes, tiraient tellement d'eau dans les nappes phréatiques qu'ils tiraient plus d'eau que toute la ville de Los Angeles. Et donc là-bas, c'est devenu un problème politique. Et donc Arnaud, ça l'avait frappé, et puis il était revenu, et puis en se disant, mais pourquoi toutes les amandes qu'on consomme, elles viennent d'Australie ou de Californie, c'est complètement absurde, c'est quoi cette histoire? Et donc il m'a engueulé en me disant, mais pourquoi on ne fait pas d'amandes en France? Et puis là, on a commencé à y réfléchir, et puis c'est sur cette base qu'on a décidé de créer la Compagnie des Amandes. Et en France, finalement, on produit des amandes, notamment dans le sud de la France, là où vous êtes basé. Alors en France, on ne produit plus d'amandes, mais c'est un arbre qui pousse de façon endémique dans tout le Midi méditerranéen, Provence, Occitanie et Corse, et qui représentait, après la guerre, il y avait 12 000 hectares d'amandiers autour d'Aix-en-Provence. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a 2300 hectares d'amandiers dans toute la France, contre 12 000 pour la seule Provence, après la guerre. Et donc, alors c'est pas tout à fait vrai qu'on n'en produit plus, mais on en produit très très peu, puisque la récolte de 2023 a été estimée à 1200 tonnes pour un marché intérieur qui est de plus de 40 000 tonnes. Donc c'est pratiquement rien en fait. Complètement. Et vous avez un modèle tout particulier pour la Compagnie des Amandes, une position sur la chaîne de valeur qui est aujourd'hui unique. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce modèle? Alors, c'est un modèle, d'abord, il faut bien comprendre que ça repose sur une analyse de l'agriculture et de ses déséquilibres. Et donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une façon innovante d'investir et de faire les choses. À notre sens, il y a au moins deux problèmes qui se posent aujourd'hui. Le premier, c'est que le financement de l'agriculture, qui est une économie extrêmement capitalistique, aujourd'hui repose sur des modèles complètement obsolètes. Or, il faut beaucoup d'argent. Et donc on s'est dit, on va faire travailler ensemble deux mondes qui ne se connaissent pas du tout, c'est les financiers et les agriculteurs. Parce que contrairement à ce que pensent les agriculteurs, on ne manque pas d'argent en France. Simplement, le monde de la finance ne connaît absolument pas le monde agricole. Et alors, à l'inverse, vous pensez bien que quand vous avez une exploitation près d'Orange ou dans les Corbières, le monde de la finance, c'est des martiens. Et donc, or, il y a besoin d'argent. Et donc, on s'est dit, ben, on va connecter les deux. Donc ça, c'est première innovation. Deuxième innovation, on croit beaucoup, Arnaud et moi, dans la force des projets collectifs. C'est-à-dire que tout seul, vous ne pouvez pas faire grand-chose, surtout quand il s'agit de créer une filière.
Le problème avec les projets collectifs, c'est qu'aujourd'hui, c'est la coopération agricole qui porte des projets collectifs. On n'a rien contre la coopération agricole, d'ailleurs, puisqu'on a une très grosse coopérative, c'est Arteris, dans notre capitale. Mais la coopération agricole elle-même est un peu bloquée par ses propres modèles, par sa propre réglementation. Ils ne peuvent pas faire appel à de l'épargne, puisque c'est des sociétés qui appartiennent aux agriculteurs. Donc, ils ont en plus grand le problème des agriculteurs. Et en plus, c'est la démocratie. Alors, moi, j'adore la démocratie, hein, mais du coup, pour prendre une décision, c'est super compliqué, quoi. Alors que nous, on est financé par des privés et on prend des décisions rapidement, comme une entreprise privée. Mais avec des modes de fonctionnement qui ressemblent à une coopérative, comme par exemple l'apport de la récolte, la péréquation des ventes, le conseil, etc., etc. Et puis la troisième grosse innovation, c'est qu'on s'est dit, le modèle du revenu agricole, c'est débile. Alors, dans l'esprit des gens, depuis le néolithique, un agriculteur, ça doit gagner sa vie en vendant une récolte. Donc, tout le monde a ça en tête. C'est complètement idiot, en fait. C'est le seul métier qui accepte de se faire malmener comme ça. Quand vous plantez un amandier, vous commencez à travailler tout de suite, et même avant d'ailleurs, parce qu'il faut préparer le sol. Et puis, vous allez faire une première toute petite récolte dans 3 ans, mais pas assez pour couvrir vos charges. Et vous n'arrivez à couvrir vos charges, et donc à dégager un revenu, que la 6e année. Donc, c'est comme si je vous disais, Antonin, travaillons ensemble, je vous paye dans 6 ans. Ben, vous me diriez non, ça ferait rigoler tout le monde. Mais l'agriculteur, on lui dit ça gêne personne, c'est normal. Donc il est payé dans 6 ans. C'est quand même pas très motivant. Alors, par contre, il faut qu'il travaille tout de suite. Le vrai raisonnement économique, ça serait de se dire, j'ai un coût du travail immédiat, parce qu'il faut bien que je le plante, l'arbre. Et donc, le travail nécessaire pour avoir des amendes dans 6 ans, c'est maintenant qu'il faut le faire, et donc c'est maintenant qu'il faut le rémunérer. Et donc, dans notre modèle, on a trouvé un système de rémunération qui n'est pas du revenu agricole et qui permet à l'agriculteur d'être rémunéré tout de suite. Et on trouve ça normal, et ça c'est complètement révolutionnaire parce qu'on casse cette espèce de tabou qui fait que l'agriculteur il ne doit pas être payé tant qu'il n'a pas de récolte. Mais en fait, c'est économiquement absurde. Oui, complètement, et c'est une manière innovante en fait de voir cette évolution du revenu agricole. Il y avait vraiment 3 aspects, la partie finance, la partie collectif et la partie rémunération. Aujourd'hui, la partie finance, je suis un agriculteur, j'ai envie de produire des amandes, mais aujourd'hui, je fais peut-être du vin. Comment est-ce que vous m'accompagnez? Alors, on a plusieurs façons d'accompagner les agriculteurs qui veulent se diversifier. La première, quand le projet de verger est suffisamment grand, on va dire d'au moins 10 hectares, alors on va vous proposer de nous associer dans une société commune, société dans laquelle vous êtes majoritaire, donc vous êtes chez vous, société dont vous êtes le président, donc vous êtes chez vous, vous n'êtes pas notre salarié, mais société dans laquelle on est associé aussi. Et qu'est-ce qu'on va apporter à cette société commune? On va lui apporter des financements sous forme de ce qu'on appelle un compte courant, c'est-à-dire en fait un prêt, et ces financements vont permettre de payer un loyer que cette société vous doit, parce que la plupart du temps c'est sur votre terre, et donc vous allez louer votre propre terre à votre société d'exploitation d'amandiers. On apporte de quoi financer votre revenu, et on apporte de quoi financer les autres charges du verger, c'est-à-dire l'eau, les intrants, etc. Et puis, c'est cette société qui est l'exploitant agricole au sens du code rural, et cette société qui va avoir une récolte. Et donc ça, c'est le modèle classique de la Compagnie des Amandes, qui a pour avantage pour l'agriculteur qu'il n'a quasi rien à payer, parce que pour être majoritaire, c'est 2 550 €, quelle que soit la taille du verger. Tout le reste, on le finance nous. Il est encadré techniquement, parce qu'il y a aussi ce problème de savoir-faire technique. Donc on lui apporte un conseil technique en permanence. Et il est encadré commercialement, puisque nous, on va s'occuper de vendre la récolte. Et l'autre modèle possible, notamment pour les petits vergers, il faut avoir en tête que le verger moyen d'amandier en France, c'est 2,25 hectares, donc c'est tout petit. Et là-dedans, il y a beaucoup de vergers qui font en fait 1 ou 1,5 hectare. Et donc quand vous plantez une petite surface, on a d'autres modèles pour vous accompagner, notamment tout simplement le fait que là, on peut vous acheter vos amandes à terme, et donc on peut vous aider à financer le verger, mais financer 1 hectare, ce n'est pas la même histoire que financer 10 hectares, puisque en gros, un verger d'amandier, pour faire court, hors matériel,
ça coûte à peu près 25 000 € l'hectare au total. Voilà. Étalé sur 5 ans. Merci, vous m'avez apporté du coup des moyens financiers, on a pu s'installer au niveau de la production, également un encadrement technique, moi qui ne savais pas faire forcément d'amandes. Vous me sécurisez également les débouchés commerciaux. Et qu'en est-il de la production? Est-ce qu'il y a une partie transformation au niveau des amandes? Oui, parce que les amandes en coque, ça vaut rien. Et puis, comme dans toutes les filières fruits et légumes, il faut mettre en place un plan qualité et un plan de traçabilité. Aujourd'hui, alors c'est très courant dans le monde agricole, mais dans l'amande, personne ne fait ça puisque personne n'avait jusque-là les moyens d'investir dans des outils communs. Quand vous avez récolté vos amandes, il faut d'abord les écaler, donc il faut une machine. Ensuite, il faut les sécher, parce que même dans le midi, si vous avez un peu d'humidité sur l'amande en coque, elle va pourrir, pour faire simple. Donc il faut sécher les amandes. C'est des machines qui coûtent très cher. Quand vous avez 2 hectares d'amandiers, vous ne pouvez pas avoir cette machine. C'est absurde. Et puis ensuite, il faut un transport vers une casserie d'amandes. Et aujourd'hui, les solutions de casserie d'amandes en France sont chères, n'ont pas de stockage, n'ont pas de système informatique de traçabilité, n'ont pas de moyens de contrôler la qualité, et donc n'ont pas de certification industrielle. Or, tous nos clients, nous demandent des certifications industrielles, et c'est bien normal. Et donc, on s'est dit, on va assurer, que ce soit pour nos propres vergers ou pour n'importe quel producteur d'amandiers, on va lui assurer l'écalage, le séchage, le transport, les analyses qualité, la casse, le tri, le calibrage, le stockage en attendant l'expédition client. Il faut le stocker dans de bonnes conditions pour pas que l'amandon, parce qu'en fait, ce qu'on mange, ce qu'on appelle l'amande, c'est l'amandon, c'est le fruit. Donc le stockage des amandes et l'expédition client, le tout avec une traçabilité totale des lots, comme dans toutes les filières fruits et légumes, c'est-à-dire qu'on est capable de dire que tel lot d'amande vient de tel verger. Bon, c'est assez simple, mais ça veut dire investir beaucoup d'argent dans un ERP, ça veut dire mettre en place un protocole de traçabilité, mettre en place un plan de contrôle de la qualité, etc. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vendre vos amandes, ni à la grande distribution, ni à des gros transformateurs, parce qu'eux ont des obligations, y compris des obligations sanitaires, qui font que vous ne pouvez pas le faire. Et on est les seuls à le faire dans le marché de l'amande, et c'est pour ça qu'on construit cette année une casserie d'amandes qui se situera dans le Var, mais qui n'a pas vocation à travailler qu'avec les agriculteurs du Var, mais avec les agriculteurs de toute la France qui ont des amandes, et donc on ira chercher les amandes pour pouvoir faire la transformation, la première transformation dans de bonnes conditions. Pardon. Première transformation, pour ensuite pouvoir commercialiser, c'est vous qui assurez justement ce relais entre la production et après les débouchés de vente pour les agriculteurs. Exactement. On vend les amandes, que ce soit les nôtres ou celles d'agriculteurs indépendants, soit en leur achetant leurs amandes et on les revend, soit avec un mandat de commercialisation. Et donc effectivement, l'idée c'est de devenir le point d'entrée, si vous voulez, sur la production française pour tout gros acheteur qui a des impératifs de qualité et de sécurité et qui aujourd'hui ne peut pas acheter ailleurs. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si vous êtes une enseigne de grande distribution et que vous voulez ne fût-ce que 10 tonnes d'amandes, sur un marché de 40 000, donc on parle de rien du tout, 10 tonnes d'amandes, il vous faut 15 producteurs différents parce que vous voulez que du calibre 36, 15 et donc c'est compliqué d'aller chercher 15 producteurs, c'est des tout petits lots, vous n'êtes pas sûr de la traçabilité, vous n'êtes pas sûr de la qualité, il n'y a pas de plan de contrôle, c'est impossible en fait. Donc une grande enseigne de distribution, quelle qu'elle soit, ne peut pas acheter d'amandes aujourd'hui, c'est absurde. D'où la mise en place de tout ce protocole post-verger pour amener sur le marché des amandes françaises de qualité. Aujourd'hui, la Compagnie des Amandes, si on fait un petit retour en arrière, puisque ça fait quelques années que vous opérez sur le marché, vous êtes l'un, si ce n'est le plus gros producteur d'amandes en France. Aujourd'hui, c'est une belle réussite, la Compagnie des Amandes. Non, aujourd'hui, c'est encore un dur combat, ce n'est pas une belle réussite. Alors, on est de très loin le plus gros producteur, puisqu'on a aujourd'hui 220 hectares de vergers. Donc là, évidemment, on est les plus gros. On a une usine qu'on construit cette année. On est les premiers à accéder à des transformateurs ou des enseignes de grande distribution qui ont besoin de tout cet environnement de qualité dont je vous parlais. Donc, c'est un bon début. Mais on ne fait que commencer, d'abord parce que nos vergers ne font que rentrer en production seulement.
Ensuite, parce qu'on veut en planter davantage. Et enfin, parce qu'on veut agréger les producteurs dans une organisation de producteurs qu'on a créée d'ailleurs, et dont on va aller chercher la reconnaissance par l'État, pour que l'ensemble des producteurs, qui pour beaucoup sont des petits producteurs qui se sont diversifiés, puissent avoir des outils communs et des flux de commercialisation communs. Sinon, ils ne s'en sortiront jamais, en fait. Complètement. Donc, c'est ça l'ambition. Alors, oui, on a fait du bon boulot, mais non, on est très loin de la réussite encore. Et vos perspectives sur la suite, ce sont lesquelles? Alors, ce qu'on attend avec impatience, c'est la perspective d'ouvrir la nouvelle usine à la fin de l'année, là. Et donc de pouvoir y casser et traiter et expédier les amendes de toute la filière française. Ça c'est l'étape essentielle, de même que la reconnaissance de l'organisation de producteurs. Et ensuite, je dirais que dans quelques années, tout ça se sera un peu stabilisé avec des process qui seront bien établis et des flux commerciaux. Se constituer un portefeuille client, c'est long, hein, c'est long et c'est compliqué. Mais la chance qu'on a, c'est qu'il y a une demande d'amendes locales. Il y a une demande, alors sous condition de traçabilité et de qualité, hein, pas n'importe lesquelles. Et du coup, on est contacté. C'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de gros clients, s'ils veulent des amendes, ils passent par nous parce que c'est leur intérêt en fait. Donc c'est long de constituer des portefeuilles clients avec des volumes suffisants. Donc on y travaille. Et après, tout ça sera beaucoup plus simple. Mais on est encore loin de la réussite. Ça nous permet de passer, en fait, votre position unique sur la chaîne de valeur, de la production, en passant par la transformation jusqu'à la consommation. C'est un modèle qui est assez innovant, on peut le dire, dans l'agriculture. Ça nous amène à la question de Lucas, qui nous demande que mettez-vous en place pour assurer un prix compétitif pour le consommateur? Est-ce que votre modèle unique, finalement, le permet? Alors, ça dépend ce que Lucas appelle un prix compétitif. Moi, je ne cherche pas à être en compétition avec les Américains. Ça dépend de ce que veut le consommateur français. Si vous voulez continuer à consommer des amandes pas chères, bourrées de bactéricides, parce que par exemple, les Américains, ils mettent la récolte par terre, ils ramassent avec des aspirateurs, ils trient, et comme l'amande a touché le sol, ils mettent des bactéricides. Et ils ont raison, pour des raisons de sécurité sanitaire. Bon. Vous pouvez toujours continuer à consommer ces amandes qui, accessoirement, consomment 5 fois plus d'eau que les nôtres. Si on pense, et c'est notre cas évidemment, sinon on n'aurait pas fait ça, qu'il y a la place, alors ça sera une place modeste sur le marché pour des amandes locales, conduites avec des vergers conduits en agroécologie, moins consommateurs d'eau, moins de pesticides et par ailleurs davantage de valeur gustative, alors il faut accepter de payer un peu plus cher. En gros, aujourd'hui, un gros acheteur peut trouver sur le marché de l'amande selon qui veut du bio, pas bio, du Saint-Bio. Allez, entre 4,5 € et 6 €. Voilà, c'est ça le cours du marché, disons 5,5 €. Aujourd'hui, moi je vends à 13 €. Donc beaucoup plus cher que nos concurrents américains. Mais je ne veux surtout pas être compétitif par rapport à mes concurrents américains. C'est ce que tente de faire l'Espagne et à mon avis, elle se trompe. Parce que je pense que, compte tenu du rendement qui existe en Californie, les Espagnols, ils n'arriveront jamais, avec en gros un rendement inférieur de moitié à celui qu'il y a aux États-Unis, ils n'arriveront jamais à être compétitifs. Donc moi, je vais faire que de l'amande locale, tracée, de qualité, qui est effectivement plus chère. Alors ça ne veut pas dire inaccessible. Pour vous répondre, nous sommes aujourd'hui, et je les en remercie, référencés chez Leclerc, sous leur marque distributeur qui s'appelle Couleur Vive, des amandes françaises grillées. C'est vendu à 27 € le kilo, prix consommateur, ce qui vous met le sachet de 125 grammes à moins de 4 € TTC. C'est 3 € et quelques, je ne sais plus exactement. En tout cas, moins de 4 €, ça c'est sûr. Bon, moins de 4 €, un sachet d'amandes françaises grillées pour l'apéritif, c'est pas non plus hors de prix. Voilà. Complètement. Et au niveau de l'amande américaine, vous m'aviez dit 5 fois plus d'eau. L'enjeu de l'eau, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, notamment dans le sud de la France. Aujourd'hui, comment on peut concilier cet enjeu de l'eau et la production d'amandes? Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'amandier reste quand même une des cultures méditerranéennes, avec l'olivier et la vigne, qui consomment le moins d'eau et de très loin.
c'est à peu près, pour avoir un ordre de grandeur, moitié moins d'eau qu'un hectare de pêcher ou d'abricotier. C'est beaucoup moins d'eau que si vous mangez du melon, de la salade, de la courgette, que sais-je encore. Donc, si vous mangez plus d'amandes parce que ça consomme de l'eau, il ne faut plus manger du tout en fait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En fait, c'est un arbre peu consommateur d'eau. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y en ait partout dans le Midi, à la croisée des chemins. En fait, l'arbre n'a pas besoin d'eau. C'est pour avoir du fruit qu'on a besoin d'eau. Parce que comme tous les arbres méditerranéens, il a ce qu'on appelle une très forte réponse à l'eau. C'est-à-dire dès qu'il y a un peu de pluie, là, il va faire du fruit. Et donc quand vous l'irriguez, il est content, il fait du fruit. Si vous ne l'irriguez pas, il ne meurt pas, mais il ne fait pas de fruit. Or, quand on investit dans un verger, c'est pour que l'agriculteur vive. Et donc, il faut qu'on atteigne une production suffisante pour le faire vivre. Donc, il faut qu'on irrigue. Mais on irrigue beaucoup moins qu'aux États-Unis. Alors, ça tient à plusieurs choses. Ça tient d'abord au droit de l'eau. Eux, les Américains, sont propriétaires de leur sous-sol et donc peuvent forer autant qu'ils veulent et aller chercher à des très très grandes profondeurs autant d'eau qu'ils veulent. C'est une aberration sur un plan juridique, mais enfin, c'est leur droit. Nous, on n'est pas propriétaire du sous-sol et la loi sur l'eau encadre les usages de façon sévère, ce que je comprends très bien. Mais du coup, eux, ils dopent leurs vergers et leurs arbres à coups de flotte et d'engrais, de fertilisants, pour avoir plus de rendement. Et du coup, ils font des rendements de l'ordre de 3 tonnes à l'hectare, 3 tonnes d'amendon, hein, quand nous, on va faire 1 tonne. Et si on irriguait autant qu'eux et on mettait autant de saloperies dans le verger, on ferait peut-être pas 3 tonnes, mais on ferait 2 tonnes facile, à mon avis. Voilà. Or, nous, on ne fait pas ça. D'abord parce que notre ressource en eau est limitée par la réglementation, et c'est très bien. Et ensuite parce qu'on ne va pas chercher des rendements déments en poussant de façon intensive le rendement des vergers. Par ailleurs, les arbres s'épuisent à faire du fruit comme ça, donc c'est complètement absurde. Voilà, et donc effectivement, pour vous donner un ordre de grandeur, mais là c'est un peu technique, nous, on irrigue, allez, l'équivalent de entre 350 et 400 mm, c'est-à-dire 3500-4000 mètres cubes hectares par an, quand eux, ils dépassent, ils sont à 15 000, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Vous nous parliez des intrants au niveau de la production en Amérique et justement de ce décalage qu'il pouvait y avoir entre nos manières de produire en France et en Amérique. Il y en a également à la récolte lors de l'aspiration pour traiter les amandes et garantir le niveau de qualité. Aujourd'hui, quelles sont les pratiques? Est-ce que vous accompagnez les agriculteurs dans une transition agroécologique? Alors, nos propres agriculteurs, c'est-à-dire ceux avec lesquels on est associés dans nos vergers, oui. Et pour ce qui est des tiers indépendants, on apporte des prestations de conseils techniques sur le suivi du verger. Et donc ça, on a plusieurs vergers avec lesquels on n'est pas associé, mais qu'on connaît bien et qu'on accompagne techniquement. En quoi consiste cet accompagnement? D'abord, on est agréé par le Bureau Veritas comme conseil en produits phytosanitaires. Donc mes techniciens de verger savent, quand ils sont dans un verger et qu'ils constatent, je ne sais pas, des taches sur les feuilles ou je ne sais pas quoi, ce qu'il faut comme traitement pour lutter contre un agent pathogène ou un auxiliaire ou que sais-je encore. Et donc pour ça, on a un agrément du Bureau Veritas et on a une vraie expertise. Mais par ailleurs, on fait effectivement très attention au développement de la biodiversité. Alors ça passe par énormément de choses. On plante des kilomètres de haies. On a un accord avec le Naturoptère qui dépend, je crois, du Muséum d'histoire naturelle et qui est un centre d'études des insectes à Sérignan-du-Comtat. Et donc, on fait mesurer l'amélioration de la biodiversité dans nos vergers. On a même réintroduit des serpents dans un de nos vergers sous contrôle du CNRS avec un CERFA, parce que quand vous déplacez des serpents en France, il faut des autorisations administratives. Donc, on va même assez loin dans ces conduites agroécologiques. Et on le fait pas seulement pour des raisons marketing, parce que ça plaît beaucoup à mes amis parisiens qui font pousser du basilic sur leur balcon, mais c'est aussi pour des raisons agronomiques, parce qu'en fait, la complexité amène du rendement agricole, parce que ça amène des agents pollinisateurs. On est en pleine floraison, là, donc on est au moment de la pollinisation, et la façon dont on a favorisé le développement des osmies, par exemple, en fait, c'est bon pour le rendement agricole. Hein. Donc, on a raison de faire ça, et ça se passe bien. Et c'est pourquoi, effectivement, c'est une des raisons qui explique qu'on vend aussi nos amandes un peu plus chères,
parce qu'on fait tout ce travail de reconstitution de la biodiversité et de conduite en agroécologie. Oui, lorsqu'on fait une transition vers l'agroécologie, finalement, on doit composer avec un environnement qui est plus complexe, puisqu'il y a de nouveaux agents pollinisateurs, peut-être de nouveaux environnements à traiter. Et ça nous amène très bien vers une question de Gauthier sur cette partie accompagnement à la complexité pour les agriculteurs. Gauthier qui nous demande en quoi le conseil agricole se veut-il indispensable pour l'avenir des exploitations? Est-ce que vous pensez que justement la place du conseil pour l'agriculteur sera plus importante à l'avenir? Alors, les agriculteurs ont une longue tradition de préservation de leurs pratiques agricoles. Ils savent comment faire, ils connaissent mieux que nous leur climat, leur terre. Et donc, ce qui leur manque souvent, c'est que soit ils sont dans une agriculture de polyculture et se diversifient, et donc ils ont une nouvelle production, et quand ils ont une nouvelle production, ils ne savent pas faire. Ce n'est pas parce que vous êtes un excellent agriculteur que vous savez conduire un verger d'amandier. Surtout qu'il n'y en avait plus. Donc on a perdu cette pratique, si vous voulez. On a avec nous dans notre capitale l'INRAE, on a un directeur scientifique qui est donc un salarié de l'INRAE, on a une équipe technique de haut niveau qui fait de l'amande depuis des années maintenant, et donc on a une expertise, et tous les agriculteurs, même les arboriculteurs, hein, on est associé par exemple près de Narbonne avec un monsieur qui a 80 hectares de pêchers abricotiers qui sont les cousins d'amandier. C'est le même arbre en fait. Hein. Quand vous mangez une amande, en fait vous mangez un abricot. D'un point de vue agronomique, c'est des cousins. Mais il est très content d'avoir nos conseils parce que notre équipe a vraiment une expertise. Et moi, je pense par ailleurs qu'une chose que j'ai jamais compris dans le monde agricole, c'est que quand vous créez une entreprise, vous faites une addition de compétences avant tout. Chaque personne a un rôle dans une entreprise, parce que sinon, vous ne la recrutez pas. Donc, si vous la recrutez, c'est forcément parce qu'elle a une utilité. Mais l'agriculteur, lui, c'est le seul, il doit savoir tout faire. Donc, il est censé être bon dans le champ, il doit être bon commercial en plus il doit être bon gestionnaire, en plus, il doit savoir gérer sa trésor. Mais ça n'existe pas, les gens comme ça. Pourquoi l'agriculteur, ce serait le seul mec en France qui sache tout faire? Moi, je ne sais pas tout faire. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai besoin d'une équipe. Et l'agriculteur, on lui demande de tout savoir. Mais c'est absurde. Donc, il est bien content d'être accompagné dans des décisions hyper techniques sur lesquelles il a besoin de conseils. Ça n'enlève rien à ses propres qualités et sa connaissance du terrain. Et typiquement, par exemple, si vous voulez économiser de la ressource en eau, mais avoir une bonne récolte, ben, l'irrigation, c'est un sujet. Donc on a toutes sortes de systèmes de pilotage automatique, de sondes, je vous passe les détails. On travaille avec des startups très spécialisées dans l'économie de la ressource en eau. La taille des amandiers, si vous ne savez pas faire, il faut quand même qu'on vous explique une fois, quoi, parce que ce n'est pas pareil que la taille de la vigne, etc. etc., etc. Donc, le conseil, je ne sais pas s'il est indispensable, mais enfin, normalement, s'il est bon, il est utile. C'est sûr, et on voit, comme on disait, avec un environnement de plus en plus complexe, avec peut-être aussi le changement climatique qui va amener de nouveaux paramètres au sein de l'exploitation. On a des super agriculteurs, mais ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Ça nous amène aussi vers une deuxième question de Gauthier, et peut-être pour les agriculteurs, une projection stratégique. Gauthier qui nous demande, l'avenir du monde agricole ne passe-t-il pas par le regroupement des exploitations? Alors, je ne sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas, c'est le passé, puisque aujourd'hui, comme il y a malheureusement une crise démographique dans le monde agricole, donc aujourd'hui, de facto, il y a de moins en moins d'exploitations, donc celles qui survivent sont de plus en plus grandes. Donc, pour répondre à Gauthier, c'est déjà le cas, en fait. Ensuite, ce qui est important, je crois, c'est moins la taille des exploitations que la diversité culturelle, à la fois pour des raisons agronomiques, parce qu'on a tout intérêt à ce que les terres se reposent, travaillent différemment, portent des cultures différentes, et aussi pour des raisons économiques, parce que si vous avez 3 cultures au lieu d'une, ben vos revenus sont moins dépendants des fluctuations sur votre culture unique. À cet égard, l'amande, c'est formidable, parce que comme il n'y a pas peu d'amandes françaises, vous avez une filière à forte valeur ajoutée durablement. Et donc, je pense que l'histoire fait que, dans la tradition française, l'agriculture, c'est en gros une terre, une famille. Ça sera toujours le cas, mais on va de plus en plus aller vers des exploitations qui sont effectivement plus grandes,
Je vous rappelle qu'il y a un agriculteur sur 2, je crois, qui doit partir à la retraite dans les années qui viennent. Donc, il y aura moins d'agriculteurs. Donc, les exploitations seront plus grandes. Donc, elles vont forcément faire davantage appel à du travail salarié. Ils n'auront pas le choix. Donc, elles vont devoir rationaliser leur gestion, monter en compétence sur un certain nombre de sujets. Et alors, j'espère qu'on n'arrivera pas à certains excès qu'on voit par exemple en Espagne, mais où la structure foncière n'est pas du tout la même, mais où il y a des très grosses exploitations qui sont gérées pour le coup comme des entreprises de façon très intensive. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans le modèle français entre nos traditions très familiales et la nécessité d'exploitation rentable, quoi. On ne peut pas continuer à exiger des agriculteurs de nous nourrir mieux en gagnant moins bien leur vie. Mais pourquoi vous voulez que l'agriculteur gagne moins bien sa vie pour que vous mangiez mieux? Mais il n'est pas d'accord, il a raison. Donc il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et donc, une des raisons de l'équilibre, c'est qu'on arrive à des exploitations, on va dire, plus rationnelles. Voilà. Et finalement, exploitation plus rationnelle, peut-être plus importante. Cette diversité culturelle, ça permet de sécuriser le revenu d'une part. S'il y a une récolte qui va moins bien une année, je peux m'appuyer sur l'autre pour sécuriser mes revenus en tant qu'agriculteur. Ça me permet également de protéger, de régénérer mon sol avec, vous en parliez, des rotations de culture et du coup un ensemble complexe à gérer. Par contre, qui dit plus grandes exploitations, dit de nouvelles compétences pour les agriculteurs et peut-être l'accès à du conseil ou à du travail salarié supplémentaire finalement. Aujourd'hui en France, malgré cette convergence au niveau de la taille des exploitations liée justement à la baisse de la main-d'œuvre, comment on fait pour concilier avec des modèles qui peuvent être divers, variés en France? Alors, c'est une question qui regroupe à la fois des aspects agronomiques, mais aussi des aspects économiques. Sur un plan agronomique, c'est sûr que quand on peut diversifier sa production et quand on peut porter attention à la biodiversité, pas pour faire plaisir aux écolos, mais parce que d'un point de vue agronomique, comme je vous l'ai expliqué par exemple dans l'amandier, la complexité apporte quelque chose et donc crée de la valeur, je pense qu'on peut conduire de façon plus respectueuse de l'environnement des cultures, quelles qu'elles soient. Et une des ambitions de la Compagnie des Amandes, c'est justement de démontrer et aux agriculteurs et aux urbains qui consomment nos produits que oui, on peut avoir une agriculture à la fois respectueuse de l'environnement, de la ressource en eau et rentable. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'agriculteur paye sur ses propres revenus le fait que les urbains mangent mieux. Et donc, cette lutte contre le réchauffement climatique, nous on plante des dizaines de milliers d'arbres et on fait labelliser bas carbone tous nos vergers par le label bas carbone. Cette lutte pour restaurer la biodiversité, cette lutte pour économiser la ressource en eau qui va devenir de plus en plus un sujet, elle n'est pas incompatible, elle ne doit pas l'être avec un revenu décent pour les agriculteurs. Ça suppose de renverser un peu la table. Alors c'est ce qu'on a fait. Nous, on paye l'agriculteur dès la plantation du verger alors qu'il n'y a pas de récolte. Alors au début, personne n'y comprenait rien, on nous prenait pour des fous. Parce qu'en fait, il faut une récolte pour payer l'agriculteur. Mais non, pas forcément. Nous, on le paye. Et après, évidemment, quand il y aura une récolte, on va partager la valeur. Mais ça, il comprend très bien, l'agriculteur, il n'est pas bête. Hein. Sauf qu'il s'aperçoit que du coup, son travail actuel est rémunéré. Parce que sinon, son travail il sera rémunéré plus tard. Et donc, il faut, pour réussir à faire un modèle qui soit à la fois respectueux de l'environnement et performant économiquement, il faut un peu renverser la table. Il faut faire venir des capitaux dans l'agriculture, parce que l'agriculture a beaucoup de vertus pour des financiers. Par exemple, quoi qu'il se passe dans le monde, même s'il y avait chose improbable, une guerre en Europe ou au Proche-Orient, mes arbres, ils poussent. Ils s'en foutent. Ils font des fruits. Ces fruits, on en a besoin en France, donc on va les vendre. Et donc, en fait, c'est très sécurisant l'agriculture. Alors, vous n'avez pas les rendements que vous pouvez avoir si vous faites je ne sais pas, des sujets très high-tech, mais vous n'avez pas les risques non plus du high-tech. Et donc, il y a un équilibre à trouver, si vous voulez. Il faut un peu renverser la table et inventer de nouveaux modèles, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Oui, cette transition agroécologique, finalement, à la lumière de ce que vous me dites, ne se fera pas sans une performance agroéconomique. Finalement. Exactement. Il y a les deux à concilier pour l'agriculteur pour qu'il puisse justement contrôler ses risques
et pouvoir transiter vers une agriculture plus durable. Exactement. Il y en a marre d'exiger des agriculteurs qui soient vertueux sur un plan climatique ou environnemental sans leur permettre d'en vivre décemment. Parce que sinon, ça ne marche pas. Donc si on veut que ça soit durable, pour employer le grand mot à la mode, il faut qu'ils puissent en vivre. Mais sinon, ça ne sera pas durable, de facto. Donc, ça ne peut pas être des oppositions de principe. Par contre, il faut accepter de déranger un peu les modèles et les habitudes, ça oui. Demain, si vous êtes ministre de l'Agriculture, on va se projeter, vous avez un budget illimité. Quelle serait la première mesure que vous souhaiteriez mettre en place? Si j'étais ministre de l'Agriculture, le président de la République serait bien emmerdé parce que je ferais une révolution. Je pense que je créerais une loi cadre, un peu comme a fait Edgar Pisani dans les années 60, qui était un grand ministre de l'Agriculture. Et dans cette loi cadre, j'essaierais d'assouplir un peu toutes ces règles, ces carcans absurdes qui nous empêchent d'évoluer. Par exemple, je remettrai en cause la notion de revenu agricole. Le revenu agricole, en fait, économiquement, c'est une absurdité. Je remettrai en cause la MSA et je ferai rentrer les agriculteurs dans le régime commun. Je remettrai en cause la SAFER, non pas sa mission, qui est une mission de service public très utile, mais son mode de fonctionnement actuel. Je vous épargne les détails, mais tous les agriculteurs savent que ça ne marche pas du tout. Je remettrai en cause, de façon générale, la rigidité des modèles, notamment, par exemple, l'accès au financement privé. Parce que, pour faire simple, les coopératives ne peuvent pas avoir accès à des financements privés puisqu'elles appartiennent à des agriculteurs. Sinon, elles perdraient cet actionnariat de leur... Et donc, les coopératives ne peuvent pas avoir accès et les agriculteurs non plus, parce que quand vous êtes tout seul dans le Gard, dans une petite exploitation, mais qui va investir chez vous? Mais personne. Personne. D'abord, vous ne savez pas que faire. Et même si quelqu'un s'intéresse à vous, ça n'a aucun sens d'investir dans une exploitation agricole quelque part. Parce qu'il y a trop d'aléas climatiques, etc., etc. Par contre, si vous avez 1000 exploitations agricoles dans lesquelles vous êtes associé, le risque est dilué. Là, ça intéresse des gens. Mais à condition que tout ça soit encadré et tout. Donc, en fait, on ne peut pas faire ça. Donc, on ne peut pas drainer de l'argent à l'agriculture. J'observe d'ailleurs que dans France 2030, il y a beaucoup d'argent qui était réservé à l'agriculture et qui n'est pas consommé. Et ce n'est pas consommé parce qu'il n'y a pas de projet. Et ce n'est pas que les projets n'existent pas, c'est qu'ils ne sont pas compatibles avec ce mode de financement. Et donc, on voit bien qu'il faut complètement renverser la table avec une loi cadre, appelons ça comme ça, et qui remette en cause tous les blocages qui nous empêchent d'évoluer. Parce que le vrai sujet, c'est l'évolution maintenant, et pas la préservation d'un système qui est bloqué. Vous me faites penser à une question, en fait, avec ce que vous dites. Aujourd'hui, de manière générale, on n'investit pas dans l'agriculture parce qu'on a peur du risque. Non, mais le risque, il est inhérent à tout investissement, pas plus dans l'agriculture qu'ailleurs. Dans l'agriculture, il y a de gros risques, parce qu'il y a des risques liés au changement climatique, parce qu'il y a des risques liés tout simplement aux fluctuations de marché. Donc, l'agriculture, je ne dis pas que ce n'est pas risqué. Je dis que, en face de ces risques, il y a aussi une sécurité à long terme, parce que le foncier agricole n'est pas cher en France comparé à nos voisins, parce que la souveraineté alimentaire est un enjeu de plus en plus important, parce qu'on aura de plus en plus besoin de produire sur de moins en moins de terres. Il ne faut pas oublier ça, on grignote l'espace agricole. La France n'a fait que doubler sa population depuis 1850, mais la terre agricole a chuté. C'est-à-dire quand vous voyez nos villes, globalement, prenez n'importe quelle petite ville de France, prenez le centre historique, la ville actuelle, elle est 10 fois plus grande que le centre historique, alors que la population n'a que doublé depuis 1850. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans un système qui doit maintenant s'adapter. Et pour un investisseur, les fondamentaux de l'agriculture, c'est-à-dire un produit dont on aura toujours besoin, qui finalement a un coût de production qui n'est pas très cher, avec un coût du foncier qui n'est pas très cher, etc., et qui en plus n'est pas soumis aux grandes pressions géopolitiques, parce que comme je vous le disais, la nature, c'est la nature, elle s'en fout, elle pousse. Donc c'est aussi un secteur qui a beaucoup de vertus pour les investisseurs. Et par ailleurs, les investisseurs sont des gens qui ont l'habitude du risque. Simplement, ils l'encadrent, ils le mesurent. Bien sûr. François, on arrive au bout de cette interview. Merci infiniment de nous avoir accordé du temps aujourd'hui.
Et pour nos abonnés, merci. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci à vous, Antonin.